Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois sur le groupe Évasion, à l'occasion surtout des 50 ans de l'Organisation de l'Unité africaine, les 50 ans qui sont fêtés sur l'ensemble du continent et surtout la capitale éthiopienne, Addis Abeba, qui, vous le savez, est le siège de l'Union africaine et qui a d'ailleurs été toujours le siège de l'Organisation de l'Unité africaine en son temps et qui a continué à être le siège également de l'Union africaine. Notre invité d'aujourd'hui est M. Ismaël Condé. M. Ismaël Condé, professeur d'histoire et de sociologie. M. Condé, bonsoir. Bonsoir, M. Gaussou Diaby. Alors, M. Condé, aujourd'hui également, nous allons parler de problèmes concernant l'organisation de l'unité africaine. Parlerons également de l'Union africaine et bien d'autres choses. Mais pour les 50 ans de l'organisation de l'unité africaine, pourquoi le slogan renaissance du panafricanisme, M. Condé? Je pense qu'il faut commencer par donner une définition du panafricanisme. Alors, le panafricanisme, par définition, c'est quoi? Bon, en dehors de toute considération académique, simplement défini, le panafricanisme d'abord une conscience. La conscience au niveau des Africains, de tous les Africains, la conscience de l'humiliation, la conscience de la misère, la conscience de la dégradation morale que l'Occident a fait peser sur le continent africain, notamment à partir de la traite négrière, traite qui a revêtu une autre forme, la forme du colonialisme. Donc, le panafricanisme, c'est la conscience de cette humiliation, de cette dégradation morale imposée aux pays africains dans leur totalité par les Occidentaux. Mais comme conscience, le panafricanisme est également une idéologie. Cette idéologie est la mise en système des aspirations, des besoins, des intérêts que suppose la réparation de cette humiliation subie par le continent, de cette exploitation subie par le continent. Alors, M. Condé, pourquoi parle-t-on de sa renaissance? À ce jour, le panafricanisme était-il mort? Bon, je crois que la question est très intéressante. Le panafricanisme, à ce jour, s'il n'est pas mort, on ne peut pas dire non plus qu'il est vivant. Il n'est ni mort ni vivant. Non, c'est une nuance. Pour dire que parce que quand on n'est pas vivant, on est mort. D'accord. Bon, alors vous voulez que je sois direct. Donc, le panafricanisme, effectivement, est à faire renaître. Les pères fondateurs de l'OUA ont tous été de grands panafricanistes. Le président Kwame Nkrumah, le président Gamala Bernas, le président Modibo Keïta, pour ne citer que ceux-ci, surtout le président Mensef Touré, ont été de grands panafricanistes. C'est-à-dire, dès le départ de leur lutte, ils avaient conscience de cette humiliation dont je parlais tout à l'heure, et pour eux, il fallait nécessairement se laver de cette humiliation. En quoi faisant? En recouvrant la liberté, en recouvrant la dignité, et en faisant de cette liberté, de cette dignité, un moyen, pas de dépasser les autres continents, mais un moyen de se hisser au même niveau de considération que les autres continents. Donc, c'était ça la philosophie des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc, la lutte d'abord pour l'indépendance et l'indépendance réelle de l'Afrique. C'est pour cette raison que l'OUA a consenti d'énormes efforts pour pouvoir libérer les différents pays qui, à l'époque, étaient sous domination coloniale. Parce que la restitution de la liberté, la reconnaissance de la dignité de l'homme
sont les points de départ de toute considération qu'on peut lui accorder. Monsieur Condé, vous aviez dit, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, l'indépendance, la lutte pour l'indépendance et l'indépendance réelle de l'Afrique. Alors, y avait-il une autre forme d'indépendance qui ne soit pas l'indépendance réelle? Absolument, il y a des indépendances qui ont été données, et que je sache, une indépendance donnée n'est pas une indépendance réelle. Une indépendance offerte n'est pas une indépendance réelle. L'indépendance réelle, on l'a au bout du combat. Dans beaucoup de pays, l'indépendance réelle a été acquise au bout du fusil. Et quand la France, pour la Deuxième Guerre mondiale plus particulièrement, a été envahie par les nazis, et que le maréchal Pétain a été conduit à signer l'armistice avec le pouvoir allemand, la France s'est sentie humiliée parce que la France pratiquement était sous domination allemande. C'est donc au bout du fusil que la France s'est libérée. La vraie indépendance ne se donne pas. La vraie indépendance ne s'offre pas. La vraie indépendance se conquiert, comme l'a dit le président Mérès Touré. Donc nous avons conquis notre indépendance. Et les pères fondateurs, pour la plupart du temps, ont conquis au bout de l'effort, au bout de la lutte, leur indépendance. Le président Kwame Nkrumah a lutté efficacement, tout comme le président Nasser, tout comme le président Modibo, pour arriver à l'indépendance de leur pays. En Guinée ici, nous savons ce qui s'est passé. Mais il faut éclairer les jeunes sur l'indépendance guinéenne. La dernière fois, vous avez promis aux auditeurs qu'aujourd'hui, on serait revenu sur l'indépendance. Effectivement. Bon, je vais juste vous poser la question, mais j'attendais que vous terminiez parce que beaucoup ont pensé que dans le cas guinéen, l'indépendance était venue trop tôt ou alors les Guinéens étaient partis trop tôt à l'indépendance. Alors, que pensez-vous par rapport aux tenants de cette version-là? Bon, je pense d'abord que dire je suis né trop tôt ou bien je suis né trop tard, c'est un témoignage c'est une forme de délinquance. Comment peut-on être trop tôt indépendant? Comment peut-on être trop tard indépendant? La dignité, c'est la dignité. Donc, ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les vrais dessous de l'indépendance, la réalité de l'indépendance guinéenne. Je ne pourrais faire qu'un survol avec le sujet que vous nous proposez, oui, à savoir l'OUA. Le survol donc sur l'indépendance, c'est que les jeunes doivent se dire qu'avant 1946, donc avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les colonies de la France les appelait son empire colonial. Nous étions donc l'empire colonial de la France, avec le statut d'indigène, taillable et corvéable à merci. Chose qui a fait dire à certains penseurs que le colonialisme ou la colonisation ont été la forme de l'esclavage subi au niveau du territoire du colonisé lui-même. C'est-à-dire, au lieu de transplanter les Africains vers ce qu'on appelle maintenant les États-Unis d'Amérique, au lieu donc de les transplanter, il fallait les maintenir sur place et les faire travailler comme s'ils étaient aux États-Unis. Donc, c'était la première phase de la domination, ou la première étape de la domination coloniale. En 1946, dans le besoin de sauvegarder sa domination, cette domination coloniale, la France va concevoir le schéma de ce qui a été appelé l'Union française. Dans cette Union française, nous cessions d'être des indigènes, nous devenions des citoyens français, citoyens entre guillemets. Parce que, citoyens français, on n'avait pas exactement les mêmes droits que le citoyen français, peau blanche, le citoyen français de la métropole. Parce qu'à l'époque, on distinguait les colonies et la métropole. La métropole, c'était la France. Et nous autres, c'était les colonies. Donc, citoyen d'une colonie, ce n'est pas citoyen de la France. Bon. Toujours est-il que dans le cadre colonial, l'Union française a été tout de même une certaine amélioration des conditions du colonisé. Conditions, amélioration dans quel sens? D'abord, au sens politique, on permettait aux colonisés de se faire représenter au Palais Bourbon, donc à l'Assemblée nationale.
mais toujours pour montrer la tricherie du colonialisme vis-à-vis du colonisé. À l'époque, en 1946, la France comptait 40 millions, environ 40 millions d'habitants. Et l'ensemble de ces colonies comptait environ 70%, 70 millions. Mais au niveau de l'Assemblée nationale française, le nombre de députés français faisait plus du double du nombre de députés des colonies, alors que nous faisions à peu près le double de leur population, la population française. Bon. Ça, c'est pour montrer, c'est pour illustrer l'idée comme quoi nous étions des citoyens, mais des citoyens pas comme le citoyen de la métropole. De seconde zone, quoi. Bon. Donc, il s'agissait de nous assimiler pour pouvoir mieux prolonger notre domination. Certains ont dit que la politique de l'Union française, c'était de faire du colonisé, de français africain, en africain français. Français africain, en africain français. Voilà. D'accord. Donc, nous devions devenir des Français. Donc, c'était l'assimilation. Et c'est dans ce cadre-là que la loi Gaston Defferre est venue avec la décentralisation du pouvoir colonial. Mais en réalité, c'était la balkanisation qui commençait. Parce que le PDG a combattu cette balkanisation. Comme je disais que ça s'agissait d'un survol, après donc l'Union française, qui a eu ses défauts, plus de défauts que de biens, parce que la colonisation, la domination de l'homme ne peut pas être avantageuse pour l'homme. Moralement, ça c'est exclu. Humainement, c'est exclu. Donc, en 1958, les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait produit entre-temps l'Union française, ces conséquences-là vont davantage s'aggraver parce que tout le monde n'adhérera pas à cette politique de l'assimilation. Des pays vont prendre les armes contre la France. Et parmi ces pays, il y a d'abord le Vietnam, qui, dès 1946, donc au mépris de tout ce qui existait, a déclaré qu'il fallait devenir indépendant. Et on se rappelle, 1954, mai 1954, la défaite française de Dien Bien Phu. Et quelques mois plus tard, c'est l'Algérie aussi qui prend les armes contre la France en vue de se libérer de la domination coloniale. Bon. Alors, c'était une situation difficile pour la métropole française. Et c'est dans ces conditions que le général de Gaulle est revenu au pouvoir. Le général de Gaulle, revenu au pouvoir, dit, bon, comme il y a des poussées indépendantistes un peu partout, et c'est ce qui fait le problème, parce que c'est vrai, au Cameroun, il y avait l'UPC qui était sérieusement engagé dans la lutte de libération nationale, avec Ibn Yobé notamment. Bon. Ailleurs, en Guinée ici, il y avait déjà le président Messe Touré qui élevait la voix dans le sens de l'indépendance. Donc, le général de Gaulle, anticipant sur la situation, dit, bon, alors, colonies françaises, vous allez devenir d'emblée des pays indépendants. Donc, mais dans cette indépendance, vous allez avoir des relations avec la France, des relations définies dans une communauté franco-africaine. Mais quelles sont ces relations en réalité? Parce que c'est là tout le problème. C'est ce que les jeunes doivent comprendre. Et quelles sont ces relations? Ces relations, le général de Gaulle précise, ou bien la constitution qu'il a fait définir et qui a été soumise au référendum du 28 septembre 1958, eh bien, la constitution dit, premièrement, vous devenez indépendant, mais il ne vous sera pas possible de lever armée. Vous êtes indépendant, vous ne pouvez pas avoir un ministre de la Défense, le ministre de votre Défense sera le ministre français. Vous êtes indépendant, vous n'avez pas la possibilité de battre monnaie. Donc vous ne pouvez pas avoir votre propre monnaie. Votre monnaie à l'époque c'était le CFA, donc continuera à être le CFA. Vous êtes indépendant, mais vous ne pouvez pas envoyer d'ambassadeur où que ce soit. Vous ne pouvez pas non plus nommer un ministre des Affaires extérieures. Cela relèvera de la France. Alors, vous êtes indépendant, l'enseignement supérieur, votre enseignement supérieur, c'est la France.
votre justice à un niveau élevé, c'est la France. La politique des matières premières stratégiques est également définie par la France. Et de façon claire, il est entendu aussi que le président de la communauté franco-africaine restera le président de la République française. Donc, le PDG, analysant cette situation... C'est une coquille vide, quoi. Un président, un carton. Non, on dit que vous êtes indépendant, mais les liens coloniaux continuent encore. Enlever le franc CFA des liens coloniaux, qu'est-ce qui va rester? Bon, alors, ensuite, vous ne pouvez pas avoir votre propre armée. C'est la France qui continuera toujours à... Mais où il y a l'indépendance dans ce cas? Alors, le PDG, avec son développement idéologique, son avancée politique à l'époque, parce que pratiquement en 1957 nous étions indépendants, on avait défait l'appui le plus solide du colonialisme en Guinée ici, cet appui la chefferie traditionnelle. La chefferie traditionnelle ou la chefferie de canton. Donc, il a été très élevé au PDG de faire comprendre à la population guinéenne cette supercherie d'une indépendance totalement vide. On n'est pas indépendant. Et l'histoire a donné raison au PDG après, parce que dès le premier conseil, dès la première réunion du conseil de la communauté, il a été arrêté que le drapeau de la communauté, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, donc le drapeau de la France. Il a été arrêté par ce premier conseil aussi, pour tout le monde, tous ceux qui avaient voté oui, que l'hymne de la communauté, c'est l'hymne, la Marseillaise, donc l'hymne de la France. Il a été également dit à tout le monde que la devise de la communauté, c'est la devise de la France. Alors, pour mieux compléter les choses et cette fois-ci, mieux présenter la réalité de ces indépendances. Donc, c'est à cela que la Guinée a dit non. Donc, c'était une domination déguisée. C'est à cela que la Guinée a dit non pour dire nous allons être indépendants, totalement indépendants. Mais en devenant indépendants, ce n'est pas contre la France, ce n'est contre personne. Nous voulons être libres parce que nous pensons que sans la liberté, sans la dignité de l'homme, il ne peut pas du tout aspirer à quelque progrès que ce soit. Compte tenu du fait que la France nous a colonisés, que nous entretenons des rapports avec la France, eh bien, nous entendons que la France soit notre premier partenaire dans le sens de la collaboration. Mais une collaboration basée sur le respect de la dignité, de la souveraineté des deux parties contractantes. Bon, c'est ce que De Gaulle n'a pas voulu. Donc, dès après l'indépendance, contrairement à ce qu'il nous avait dit ici, dans son discours de 25 août, que la France tirera les conséquences de notre rejet de la Constitution, que mais d'obstacles, elle n'en fera pas. Donc, contrairement à cette déclaration, eh bien, la France a tout fait aux Nations Unies pour que la Guinée ne soit pas reconnue comme membre des Nations Unies. Et ensuite, la France a automatiquement demandé à tous ses cadres de quitter la Guinée. Et ici, il nous faut rendre un hommage mérité aux cadres africains qui sont venus se mettre à la disposition de la Guinée pour confirmer le nom de la Guinée au colonialisme. Et qu'on me permette de rappeler certains noms, il y a Béhanzin, Sénanion Béhanzin, un béninois. Qui a été ministre plus tard. Qui a été ministre ici. Bon, David Diop. David Diop. Qui a enseigné. Joseph Kizerbo, qui est venu avec sa femme. Le Martiniquais, comment il s'appelle déjà? Aimé Césaire? Non, pas Aimé Césaire. Bon, qui a été directeur du deuxième cycle. Bon, ils étaient très nombreux, les Antillais qui sont venus. Et ensuite, des Maliens, des Camerounais, des Sénégalais. Capé de Bana avait enseigné à l'université. Non, Capé de Bana n'a pas fait partie de ceux qui sont venus immédiatement après l'indépendance. Bon, donc, au niveau du Sénégal, je peux citer celui qui a été le premier directeur de la ligne de chemin de fer Conakry-Niger, Sal Khalilou. Et ensuite, qui d'autre encore? Bon, il y a M. Kenom Roger, qui est toujours en Guinée ici, qui vit avec nous. Bon, donc, il y a le Nigérien Abdou Moumini, un scientifique,
Alors, tous ces gens-là sont venus se mettre à la disposition de la Guinée. Et, en plus de cela, ils sont nombreux, très nombreux, les infirmiers, les infirmières, les instituteurs, les institutrices des Antilles, du Cameroun, du Togo, du Bénin, du Mali, qui, se retrouvant dans le choix de la Guinée, sont venus se mettre à la disposition de la Guinée. Et une autre figure de ce mouvement, c'est le camarade Maïga Taher qui est toujours là avec nous. Bon. Donc, mais en rappelant ces noms, il faut aussi que nous rendions hommage à certains Guinéens qui pouvaient partir, mais qui sont restés par patriotisme. Et ici, j'évoquerai le nom de Elhadj Baye Grand Akaba, de l'abbé. Je parlerai également de Félix Faber, professeur de mathématiques, de Muntaga Baldé, de Seydou Malaya, et Yansane Sekoumouké, et au niveau de TP, Sekoumanton Kamara. Voici des cadres qui ont accepté de rester au pays alors que la France voulait organiser totalement alors l'absence de cadres dans le pays pour pouvoir nous ramener à choisir le colonialisme. Bon, donc, nous sommes devenus indépendants et pour montrer que notre lutte dès le départ était la lutte du panafricanisme, c'est-à-dire inséparable de la libération de l'Afrique, eh bien, prenez notre hymne. C'est un appel aux Africains pour combattre, pour pouvoir arriver à la liberté. Et prenez notre constitution. Si j'ai bonne mémoire, à l'article 34, il est précisé que la Guinée peut faire concession d'une partie ou de la totalité de sa souveraineté au profit d'un ensemble africain plus vaste. Bon. Et le discours même du président Ahmed Sékou Touré aux Nations Unies, après que nous avons été reconnus comme membres des Nations Unies. 82e membre. Bon. Donc, dans ce discours, eh bien, le président insiste toujours sur la nature panafricaniste de notre indépendance. Bon. Et prenez des cœurs comme comme PDG de Mamou. C'est toujours l'appel à l'Afrique, lancé à l'Afrique pour la lutte de la libération du continent africain. Donc, nous sommes devenus indépendants dans ces conditions. C'était une indépendance réelle. Donc, et c'est par rapport à cette indépendance réelle que dès 1960, Amara ici l'a dit la dernière fois, qu'en 1958, en Afrique, il y avait 10 États indépendants. Donc, mais après l'indépendance de la Guinée, il y a eu une cascade d'indépendance. Oui. Bon. Cascade d'indépendance, ce sont des indépendances à mettre entre guillemets. Parce qu'il y a des pays à qui on a dit, bon, demain vous devenez indépendant. Donc, il y en a qui ont dit, mais non, nous ne voulons pas être indépendants. On connaît le cas du Gabon, qui voulait même devenir département français. Le problème du chef du gouvernement gabonais, Léon Ba, c'était de faire du Gabon un département français. Donc lui, il s'est senti trahi quand on lui parle d'indépendance. Mais le général de Gaulle a bien vu déjà l'impact de la révolution guinéenne sur les pays africains, sur les peuples africains. Donc, il a anticipé sur la réalité. Il ne fallait pas que la France encore fasse une guerre alors qu'elle était déjà engagée en Algérie. Bon. Donc, les pays-là, on leur a dit, vous devenez indépendants. Et c'est ainsi que ces pays sont devenus indépendants, mais en gardant toujours la monnaie française comme monnaie, en gardant toujours l'armée française comme leur propre armée. Et dans quel autre domaine encore, eh bien, ils étaient là. Même les ambassadeurs qu'ils envoyaient aux Nations Unies, c'était sous la coupe de l'ambassadeur français. Ça, c'est sûr maintenant. Alors, comment expliquer, M. Condé, le rôle de premier plan de la Guinée, d'abord dans la conquête de l'indépendance de l'Afrique, et encore ce rôle de premier plan s'est confirmé aussi pour la mise en place de l'Organisation de l'Unité africaine? Bon, naturellement, la Guinée ne pouvait que jouer ce rôle de premier plan. D'abord, je vous ai dit que pour la Guinée, l'indépendance guinéenne était insignifiante sans l'indépendance de l'Afrique. Donc, pour le président Ahmed Sékou Touré, tant qu'une portion du continent africain restait sous domination coloniale, la Guinée n'allait pas du tout se sentir indépendante et libre.
Des pays comme le Ghana étaient puissants. Nkrumah était connu comme un grand panafricaniste et il avait à la tête de sa diplomatie un diplomate de grande renommée, Alex Kweshun-Shake, qui avait pratiquement sillonné tout le continent presque en même temps que lui, Lansana Abogui ou Télé Diallo. Oui, bon, toujours dans le sens de cette lutte de la Guinée pour le panafricanisme, bon, j'ai oublié de le dire, dès 1958, on est par le sens panafricaniste du président Kwame Nkrumah. Le président Kwame Nkrumah est venu en aide à la Guinée pour pouvoir nous retirer un peu du gouffre dans lequel la France nous avait pratiquement mise pour parler de la Guinée. Donc, il y a eu la constitution de l'Union Ghana-Guinée, qui plus tard a été élargie à Ghana, Guinée, Mali. Et voici le noyau, en réalité, de l'unité africaine. C'est à partir de ce noyau, Ghana, Guinée, Mali, que la diplomatie aidant les autres groupes qui s'étaient constitués entre-temps, il faut le dire en faisant toujours le survol, et le groupe Ghana, Guinée, Mali, finalement, est devenu le groupe de Casablanca. On les appelait les Rouges. C'est le groupe de Morovia aussi. Voilà. Et ceux qui étaient modérés, c'était le groupe de Morovia, qui a commencé par le Conseil de l'Entente. Après, c'était l'OCAM aussi. Bon. L'organisation commune africaine et malgache. Voilà. Bon. Mais c'est grâce à la perspicacité de la révolution guinéenne, notamment du président Ahmed Sékou Touré, grâce à son esprit de sacrifice, que tous ces différents groupes qui étaient antagonistes, ça il faut bien le reconnaître, parce qu'il y en a qui obéissaient au maître colonial, alors que nous étions totalement libres. C'est grâce donc à l'énergie du président Ahmed Sékou Touré, à sa détermination, que ces différents groupes ont été cimentés pour pouvoir aboutir à 1963, au 25 mai 1963, la création de l'OUA. Donc, si la Guinée a pu jouer ce rôle de premier plan dans la construction de l'OUA, c'est parce que la Guinée était totalement libre. Le président Ahmed Sékou Touré était totalement libre. Il ne prenait d'ordre avec personne, il ne se rendait nulle part pour recevoir des instructions. Donc, il n'avait d'instructions que celles de l'Afrique, il n'avait d'instructions que celles du peuple guinéen, instructions fondées sur la dignité, la grandeur et l'honneur de l'Afrique. Certains journaux ont écrit dans l'histoire de l'organisation africaine, sans dire franchement que la diplomatie africaine s'est dégradée, mais certains journaux ont écrit que les diplomates, en citant les noms des diplomates en question, que les diplomates qui ont participé à la construction de l'organisation de l'unité africaine étaient nettement plus puissants et meilleurs aux diplomates d'aujourd'hui dans le cadre de l'Afrique, dans le cadre de la mise en relief des valeurs et des vertus cardinales du continent africain. Qu'en pensez-vous? Sur le nom de ces diplomates, on reviendra après votre réponse. Oui, je crois que vous revenez à votre question de savoir, la deuxième question, de savoir si, entre-temps, en parlant de renaissance, si le panafricanisme n'était pas mort. Alors, ne m'amenez pas à blesser qui que ce soit. Mais ce que je sais, c'est que la carrure... Il y a des historiens qui ont écrit... Non, la carrure, par exemple, d'un Télé Diallo, qui avait fait de très bonnes études, et qui était vraiment un grand diplomate, un homme très intelligent. Bon, la carrure de Télé Diallo, sans vouloir déconsidérer qui que ce soit, je crois que ce n'est pas une carrure ordinaire. La carrure de Boutros Ghali, qui était au niveau de l'Égypte. Et Mahmoud Riyad. Bon, donc, alors vraiment, c'était de grands hommes. C'était des hommes qui avaient une visée, qui avaient un idéal. Ils se sont mis au service de l'idéal de leur peuple. En Guinée, ici, on voulait notre liberté, on voulait notre souveraineté, on voulait construire l'Afrique, mais une Afrique libre. Eh bien, on a pu trouver des hommes sur le plan diplomatique qui sont allés dans ce sens, sans discussion ni rien, sans acrimonie. Bon, ailleurs, vous avez parlé de Alex Kweshun-Shake. Ils sont tous cités dans le document. Voilà. Alex Kweshun-Shake. Aujourd'hui, depuis un certain temps, le néocolonialisme est tout régnant en Afrique. Ça, il faut le reconnaître.
Quelles sont les voix qui s'élèvent aujourd'hui en Afrique pour condamner le néocolonialisme? Même pas le système en entier, mais des pratiques comme la détérioration des termes de l'échange, qui consiste en ceci, c'est que chaque année, les produits que nous vendons, ou bien que les Occidentaux nous prennent, ce sont des produits essentiellement agricoles, chaque année, l'Occident diminue le prix de ces produits. Alors que chaque année, les matières finies, les produits finis qu'ils font avec ces mêmes produits, eh bien, ils en augmentent le prix. Alors, qui dénonce ça en réalité? Qui dénonce cette emprise de la culture occidentale sur les pays africains? Ils ne sont pas nombreux. Mais le Kwame Nkrumah était révolté contre ça. Les Sékou Touré, les Nasser, les Modibo Keïta étaient révoltés contre ça. Ils voulaient d'abord l'africanité. Et on peut même parler de Mobutu avec sa philosophie de... Comment ils appellent ça? Le recours à l'authenticité. Voilà, l'authenticité. Le recours à l'authenticité. Bon. Donc, en ce temps-là, je pense que les Nyerere, les Kenneth Kanda avaient une vision, ils avaient un idéal pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, prenez les chefs d'État. Pour la plupart du temps, ils sont placés par les Occidentaux. Et quand tu es placé par l'Occident, gare à toi si tu te révoltes contre l'Occident. Ça, on te déboulonne. Alors, M. Condé, à vous entendre parler, on pourrait bien se poser la question de savoir alors quels sont les véritables problèmes aujourd'hui de l'Union africaine. Quels sont ces véritables problèmes? Oui, vous devinez très bien là où je voudrais en venir, c'est que l'Union africaine a les pieds et les mains liés. Cela depuis un certain temps. Cela est tellement vrai que hier je suivais sur une chaîne de télévision ou bien une chaîne de radio, j'ai écouté l'information selon laquelle 96% du budget de l'Union africaine, 96% sont fournis par l'Occident. Et l'Occident, l'Union africaine, bien conçue, l'Union africaine, bien mise en place, interdit des intérêts occidentaux. C'est pas pour rien qu'on a balayé Kadhafi. C'est parce que c'est Kadhafi qui avait l'argent. Par exemple, en 2006, il a été décidé de mettre en place un comité scientifique pour rédiger l'histoire de l'Afrique. Donc, arracher notre passé à la déformation du colonialiste. Mais, où trouver l'argent? C'est Kadhafi qui avait commencé à débourser un peu d'argent pour ça. Donc, Kadhafi était le danger numéro 1 pour l'Occident, comme eux-mêmes ils l'ont dit. Bon. Donc, les problèmes actuels de l'Union africaine, c'est d'abord une question de leadership. Si les présidents africains pouvaient recoudre avec ce passé, et c'est pourquoi j'apprécie le mot renaissance, si la renaissance doit être une vraie renaissance, il faut que l'Union africaine soit anti-colonialiste, anti-impérialiste, anti-néocolonialiste. Donc, qu'on insiste sur la liberté, la dignité, la grandeur réelle de l'Afrique, que tout soit tenu par ses valeurs. La recolonisation de l'Afrique est aujourd'hui quasiment impossible, M. Condé. Mais l'Afrique n'a jamais été décolonisée. Non, mais prenons la réalité, allons à la réalité concrète. Parce que un régime, c'est d'abord une structure organisationnelle. Une structure organisationnelle de l'économie, une structure organisationnelle de la culture, une structure organisationnelle de l'administration. Alors, prenez les différents pays. Au-delà des grandes idées, au-delà des théories, prenez la réalité concrète dans laquelle le peuple est pris. La réalité concrète. La réalité concrète, c'est le système néocolonialiste. Nous travaillons beaucoup plus pour ces pays qu'ils ne travaillent pour nous. C'est de l'illusion chaque fois que j'entends les gens dire monsieur le journaliste, moi je me pose une question. C'est que les Africains sont contents de dire on a obtenu une dette. Qui peut vivre de dette? La dette a fait le bonheur de qui? Mais nous semblons être contents ici. Ah, on s'est libéré de la dette, ou bien on va avoir des dettes. Surtout que ce sont des dettes qui nous tuent en réalité. Comment? Prenez
la dette statue, avec le taux d'intérêt qui lui est collé, et surtout avec les conditionnalités qui accompagnent le paiement, le remboursement et même d'abord le prêt. Avant qu'on ne vous donne l'argent, on vous dit, bon, vous avez 3 femmes, abandonnez la troisième. Oui. Parce qu'en vous donnant l'argent, il va pas. C'est comme si l'argent devait leur fourter, c'est-à-dire, c'est leur argent, hein, c'est vrai. Donc, c'est leur besoin que leur argent doit pouvoir combler. Ce n'est pas vos besoins à vous. Savoir que c'est une question d'honneur pour vous que d'avoir les 3 femmes, parce que la troisième femme, on vous l'a donnée par la structure traditionnelle. Donc, en l'abandonnant, vous détruisez cette structure. Ce n'est pas leur problème. C'est la rentabilité. Comme on l'a dit, ils ont à la place du cœur une calculette. Alors, on va revenir sur le contexte de l'OUA encore, M. Condé. Alors, pour le cas spécifique de la Guinée, comment la Guinée devrait pouvoir faire, surtout, pour reprendre, si je puis me permettre cette expression, son rôle de pionnier dans le continent? Bon, moi, le 13, j'ai eu des assurances dans ce sens, quand j'ai été participé à une réunion aux affaires au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'extérieur. Voilà, non, de l'étranger. De l'étranger. Bon, non, c'est exactement ministère d'État, oui, des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Très bien. Voilà. Donc, j'ai assisté à cette réunion qui a été présidée par le ministre Fall, le ministre des Affaires, le ministre d'État des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Et là, il a eu à expliquer dans des mots très appropriés et de façon très éloquente la volonté ardente de la Guinée désormais, donc du gouvernement guinéen, de reprendre tout ce qui a fait la grandeur de la Guinée par le passé, de suivre exactement ce que la Guinée a fait pour mériter la grandeur que la Guinée a eue. Et c'est dans ce sens-là que vous avez pu suivre le discours du ministre au Palais du Peuple, ce qu'il a dit, qui a été éloquemment confirmé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et l'espoir est d'autant plus permis que le gouvernement guinéen a invité des personnalités comme Edom Kodjo. On l'a entendu. Des personnalités comme Amara Essi, on l'a entendu. Moi, ce jour, au Palais du Peuple, je me sentais face à une délégation de la Libye de Kadhafi, ou bien à une délégation du Ghana de Kwame Nkrumah, à une délégation de la Tanzanie de Julius Nyerere, ou comment s'appelle le pays de Kenneth Kaunda? La Zambie. De la Zambie. Donc, ces discours étaient de grands discours. Et j'ai retenu surtout l'appel et du président de la République, et d'Edem Kodjo, et d'Amara Essi, appel lancé à la jeunesse guinéenne. Il faut des continuateurs. Des continuateurs de quoi? Les continuateurs de la révolution. C'est la révolution qui a donné à la Guinée la considération que la Guinée a de par le monde entier, et surtout en Afrique, compte tenu de tout ce que la Guinée a fait pour l'Afrique, pour l'indépendance de l'Afrique, pour l'épanouissement du continent africain. Donc, les jeunes sont chargés, plus particulièrement, les jeunes, eux, plus particulièrement, j'insisterai toujours là-dessus, de poursuivre le combat de la révolution, pour toujours brandir plus haut le drapeau de la dignité, le drapeau de la grandeur, hissé le 28 septembre 1958, ou précisément le 2 octobre 1958 en Guinée. Monsieur Condé, est-ce que vous pensez que réellement avoir des idées aussi nobles que celles que vous venez de définir, c'est bien sûr une chose, mais avoir les hommes pour pouvoir aller au-devant de l'actualité, c'est une autre chose. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Guinée a véritablement ces hommes qu'il faut pour aller à la conquête de l'Afrique? Oui, la question est parfaitement juste. Comme vous le savez, monsieur le journaliste, on dit que le révolutionnaire est optimiste.
Oui, mais le révolutionnaire est optimiste, c'est vrai, mais il ne peut pas être optimiste dans la médiocrité. Non, non. Je reste optimiste, Oui. parce que pour moi, je l'ai dit à Farana, où j'ai été tenir une conférence sur autorisation, sur initiative du ministère des Affaires étrangères, une conférence à l'Institut Valéry Giscard d'Estaing. J'ai dit donc à Farana que le 18 mai est une date historique en Guinée ici. Comment une date historique? C'est le 18 mai que le wagon qui avait été détaché du train et qui faisait le train en réalité, que ce wagon-là a été rapproché. Donc maintenant, on parlera dignité, on parlera honneur, on parlera grandeur en Afrique ici, en Guinée ici. Et c'est tout ce qu'il faut. C'est vrai, vous avez raison, beaucoup d'hommes, entre-temps, se sont accommodés, disons. Après le 3 avril, beaucoup ont pensé s'accommoder. Ils n'ont pas été nombreux, ceux qui ont pensé que la révolution était pérenne, comme le président Messere l'avait dit, et que la révolution ne pouvait pas du tout mourir. Nombreux sont ceux d'entre nous qui ont plutôt pensé le contraire. Parce que j'ai entendu déjà dire au nom de la révolution même que le communisme est parti, que la révolution est partie. Au nom de la révolution, ils ont dit que la révolution est partie. Donc, votre souci, je le partage entièrement, mais comme le président Messere lui-même l'a dit, l'homme est perfectible à l'infini. On peut réaliser qu'on s'est trompé, et le problème, ce n'est pas de s'être trompé. Le problème, c'est d'insister dans la tromperie, c'est d'insister dans l'erreur. Et je crois que les discours que nous avons entendus au Palais du Peuple le 18 mai dernier, ce discours met fin à la démagogie, met fin à l'hypocrisie qui consiste à prendre devant le chef une mine qui est loin de refléter son fort intérieur, à tenir devant le chef un langage qui est loin du langage réel que l'on a. Donc, si les gens étaient gênés de parler du président Messere Touré, s'ils étaient gênés de parler de révolution, désormais, moi, à mon avis, à partir en tout cas du 18 mai dernier, désormais, le chemin est ouvert à tout le monde. Et nous, humblement, au niveau de notre parti, nous sommes toujours employés à ça et nous allons davantage radicaliser notre action, donner plus d'ampleur encore à notre action, qui consiste surtout à éduquer la jeunesse. C'est la jeunesse qui a été trompée sur l'histoire de la Guinée. C'est la jeunesse qui a été abusée. Il y a des hommes politiques que moi je qualifierais, c'est-à-dire, je ne sais pas quel qualificatif leur donner. Parce que quand on salit, quand on noircit le passé d'un peuple, il n'y a pas meilleure manière de mettre ce peuple-là dans la misère. Donc il y a des hommes politiques qui ont sali notre passé, et consciencieusement, qui ont noirci notre passé. Donc c'est au niveau de la jeunesse qu'il faut le plus agir pour rétablir ce passé dans toute sa vérité. Rétablir ce passé dans toute sa vérité, M. Condé. Vous avez parlé du 18 mai. Amara, ici, ancien ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de l'OUA à un moment donné, et Dem Kodjo également, ancien ministre des Affaires étrangères du Togo et puis secrétaire général de l'OUA à un moment donné, avait pris la parole, c'est vrai. Mais Mme Jeanne-Martin Cissé, qui avait aussi été représentante permanente de la Guinée à l'Organisation des Nations Unies, avait pris la parole. Que pensez-vous de ce qu'elle avait dit, elle? Bon, je n'ai pas cité Aya Jeanne-Martin Cissé parce que Aya Jeanne-Martin Cissé, fondatrice du PDG, et qui a été présente sur tous les fronts du PDG, et vaillamment présente sur tous les fronts du PDG et de la Révolution. Bon, quand Aya Jeanne-Martin Cissé parle de la Révolution, comme on le dit chez nous, c'est Fanta Kaba qui parle de Bobadi Kaba. Donc elle reste dans le contexte. Elle reste totalement dans le contexte. Bon, et la Révolution, on la repère toujours à son niveau à elle, parce que j'ai été frappé par sa vigueur. On m'a dit qu'on lui avait proposé de lui amener le micro à sa place. Elle a tenu à monter sur la tribune. Elle a près de 90 ans aujourd'hui. Et elle a parlé comme elle a parlé. Moi, j'ai retrouvé la Jeanne-Martin Cissé des années 70, 72. Protestation contre l'agression impérialo-portugaise de 1970. Donc,
Et il a gardé cette foi. Bon, moi, je ne l'ai pas cité, tout simplement parce que, c'est un personnage du Sirail. Voilà. Donc, Monsieur Condé, avant de vous laisser partir, je vais vous demander de dire également votre opinion sur ce qui se passe dans certains endroits de notre capitale, que la violence devient de plus en plus régulière sur certains axes, même encore hier, à l'issue de la marche prévue de l'opposition, il y a eu des violences, on nous a dit qu'il y a eu des blessés et même un mort. Alors, que pouvez-vous dire aux marcheurs, aux commanditaires de ces marches, et que pensez-vous réellement de la jeunesse guinéenne d'aujourd'hui, rapidement, avant qu'on ne se quitte là? Ça, c'est un chapitre particulièrement important pour moi. C'est un chapitre qui me tient particulièrement à cœur. J'ai toujours dit que la démocratie importée, la démocratie qu'on nous a imposée en 1990 par la conférence de la Baule, était une démocratie qui ne pouvait être que violente, qui ne pouvait être que meurtrière pour le peuple de Guinée. Tout comme l'a été la première instauration du multipartisme, celle qui nous a été imposée à partir de 1946, dans le cadre dont je parlais tout à l'heure, de la civilisation, dans le cadre de l'Union française. On se rappelle bien que jusqu'en 1958, jusqu'en mai 1958, il y avait des affrontements politiques violents à Conakry ici et un peu partout. Donc la même cause entraîne toujours les mêmes effets. Et moi, malgré ce que le régime de Conté a été, moi, je reconnais un mérite au président Conté. C'est celui d'avoir dit, face au dictat du multipartisme, faisons deux partis. S'il y avait eu deux partis, le militantisme réel aurait existé. Parce qu'on aurait milité ou pour le libéralisme, à la tête duquel lui il se trouvait, parce que le coup d'État militaire du 3 avril, c'était crié qu'on était dans la misère par le socialisme, par la révolution. L'autre parti aurait été composé de nous autres qu'on taxe je ne sais pas, de nostalgique ou bien de dépassé, etc., etc. Bon, nous aurions assumé notre nostalgie ou bien notre passé, mais sur le terrain idéologique aussi. Bon. Au lieu de cela, eh bien, ceux qui ont parlé de multipartisme intégral, sont eux qui ont créé des partis sur la base ethnique. Et je le dis tout le temps, les partis politiques ont plus fabriqué, je dis très bien fabriqué, ont plus fabriqué des fanatiques qu'ils n'ont formé des militants. Le militant est posé. Le militant, par la persuasion, par la pédagogie, essaye de convaincre de la vérité de l'idéal qu'il défend. Le fanatique n'a pas d'idéal. Le fanatique, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est l'attachement violent, l'attachement aveugle ou à un individu ou à une idée. Voilà, l'attachement violent ou à un individu ou à une idée. Bon, donc, oui, allez-y, rapidement, on va conclure maintenant là. Oui. Donc, le multipartisme, voilà la réalité qu'il a produite dans notre pays. Donc, quand moi je constate ces assassinats, quand je constate ces morts, ces tués, c'est le cœur meurtri. La classe politique actuelle aurait dû tout faire pour que nous n'arrivions pas là. Les intellectuels guinéens actuels auraient tout fait pour que nous n'en arrivions pas là. Et c'était possible. Mais quand on reste aliéné, quand on pense, comme cette classe politique l'a pu nous faire croire, que notre bonheur viendra de l'étranger, on se prête à tout. Les étrangers nous ont dit, faites le multipartisme, on a fait le multipartisme. Les étrangers nous ont dit, les programmes d'ajustement structurel, l'inertie qui consiste à dire, on va te chasser de ton travail et tu deviens plus dur encore. Donc on a fermé les yeux, on a fait. Et on est dans cette situation. C'est vraiment regrettable. Et là-dessus, je terminerai en lançant un appel à la classe politique guinéenne. La politique, ce n'est pas l'exploitation des bas sentiments de l'homme. La politique, ce n'est pas l'exploitation de l'ignorance des hommes. Parce qu'il y a tout ça dans la classe politique actuelle. On exploite l'ignorance des gens. Quand on fait croire aux gens que le PPTE, c'est le bonheur. Quand on fait croire aux gens que les prochaines législatives, après, ça va être le bonheur. Ce sont des histoires. Une institution à elle seule peut-elle régler les problèmes de la corruption dans notre pays? L'insécurité est endémique. C'est l'Assemblée nationale qui va résoudre ça en un clin d'œil. Et on dit que les investisseurs viennent à la recherche de leur intérêt. Si dans le pays il y a la paix, il y a la quiétude, il n'y a pas d'assassinat,
Et bien, les investisseurs viennent. Mais le pays qui aura l'Assemblée nationale la plus nombreuse, ou bien la plus multicolore, mais où la corruption sévit au niveau des cadres, où l'insécurité sévit, eh bien, les investisseurs, pourquoi venir? Qui va aller se tuer pour son argent? Voilà. Merci, M. Condé, d'être venu encore une fois dans ce second numéro de Gros Plan. Et j'espère que nous aurons la possibilité de nous retrouver une autre fois. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie. Entièrement à votre disposition. Merci beaucoup. Merci, monsieur Yavi. Amis téléspectateurs, c'est le second numéro de Gros Plan que vous venez de suivre. Notre invité du jour, c'était M. Ismaël Condé, professeur de sociologie et d'histoire, président du parti politique PRPAG. Et nous vous remercions d'être resté en notre compagnie encore une fois et continuer à le PRPAG, c'est parti de la révolution populaire africaine de Guinée. La continuation de la révolution du président Mercedes. Merci, M. Condé. Donc voilà, nous vous remercions d'être resté en notre compagnie et passez une très bonne soirée avec le groupe Évasion.